Un lien insoupçonné se cache entre nos félins domestiques et l'un des mystères médicaux les plus complexes. Des études épidémiologiques révèlent une corrélation troublante. L'exposition à Toxoplasma gondii augmenterait les risques de schizophrénie chez certains porteurs de prédispositions génétiques. Ce parasite microscopique, découvert au début du XXe siècle dans le sang d'un rongeur africain, mène une double vie entre chat et humain depuis des millénaires. Son cycle de survie repose sur une machinerie biologique redoutable. Les félins, seuls hôtes où la reproduction sexuée du parasite s'accomplit, disséminent des millions d'oocystes infectieux dans leur environnement. Ces œufs microscopiques résistent aux conditions extrêmes, contaminant sols, eau et végétaux. Quand un rongeur ingère ces particules, le parasite prend le contrôle, modifiant son comportement pour le pousser vers ses prédateurs félins. Chez l'humain, l'infection survient par contact avec ces oocystes ou via la consommation de viande mal cuite, enclenchant une invasion silencieuse. L'Organisation mondiale de la santé estime que ce passager clandestin colonise secrètement des millions d'organismes à travers le globe. Les taux d'infection varient dramatiquement selon les régions, dessinant une cartographie mystérieuse où certaines zones urbaines montrent des prévalences supérieures à la moitié de la population. Pourtant, la majorité des porteurs ignorent leur statut. Le parasite se dissimule en formant des kystes dormants dans les tissus cérébraux. Mais comment ce parasite, présent depuis l'Égypte antique, a-t-il pu échapper à la science moderne si longtemps? Le parasite Toxoplasma gondii déploie une stratégie d'infiltration digne des meilleurs thrillers biologiques. Son arme secrète, une manipulation ciblée du cerveau de ses os. Chez les rongeurs infectés, des kystes microscopiques s'installent durablement dans les régions cérébrales, régissant la peur et la prise de risque. Des études en laboratoire montrent que ces animaux développent alors une attirance paradoxale pour l'odeur de l'urine féline, un comportement suicidaire qui les rapproche de leurs prédateurs naturels. Cette reprogrammation mentale s'opère par une double attaque biologique. Le parasite augmente la production de dopamine, ce neurotransmetteur lié à la motivation, tout en perturbant l'activité de l'amygdale, centre de la peur. Le résultat est un rongeur téméraire, presque attiré par le danger, parfait vecteur pour achever le cycle de reproduction du parasite dans l'intestin des chats. C'est à l'Université de Chicago, au cours des années 70, que des chercheurs ont percé une partie de ce mystère. Leurs travaux ont révélé comment Toxoplasma gondii accomplissait sa reproduction sexuée exclusivement chez les félins, produisant des millions d'oocystes résistants rejetés dans l'environnement. Ces particules invisibles peuvent survivre plusieurs années dans le sol, attendant le moment propice pour infecter un nouvel hôte. Sa stratégie est parfaite, sauf qu'au XXIe siècle, les scanners cérébraux révèlent une présence insoupçonnée. Les premières alertes ont retenti au tournant du siècle dans les laboratoires tchèques où des épidémiologistes ont remarqué un schéma troublant. Leurs analyses révélaient que les personnes diagnostiquées avec certains troubles psychiatriques présentaient statistiquement plus d'anticorps contre Toxoplasma gondii que la population générale. Une corrélation modeste, mais suffisamment persistante pour éveiller les soupçons de la communauté scientifique. Des méta-analyses ultérieures ont confirmé cette tendance à l'échelle mondiale. Bien que l'effet reste limité, la présence du parasite apparaît systématiquement associée à un risque accru de développer des symptômes psychotiques chez des individus génétiquement prédisposés. Les chercheurs soulignent toutefois une énigme majeure. La plupart des porteurs du parasite ne développent aucun trouble, suggérant l'existence de facteurs déclencheurs encore inconnus. Le débat s'est enflammé quand des expériences en milieu contrôlé ont franchi une étape cruciale. Des primates non humains infectés artificiellement ont commencé à montrer des altérations comportementales frappantes, diminution des interactions sociales, perturbation des cycles veille-sommeil et réactions exacerbées face au stress. Ces observations ont ouvert une brèche vertigineuse dans notre compréhension des frontières entre infection et santé mentale. Quand des primates infectés ont développé des comportements atypiques en laboratoire, une question émerge. Et chez l'homme, les chercheurs ont braqué leur microscope sur un mécanisme aussi fascinant qu'inquiétant. Des expériences en laboratoire ont révélé que Toxoplasma gondii pourrait pirater la biochimie cérébrale,
en stimulant la production de dopamine, ce neurotransmetteur clé impliqué dans la motivation et la régulation émotionnelle. En infectant des cellules neuronales humaines in vitro, le parasite a provoqué un doublement de la synthèse de cette molécule, selon des travaux publiés dans une revue spécialisée en parasitologie. L'imagerie médicale de pointe a confirmé une réalité troublante. Des kystes dormants du parasite persistent dans le cerveau de porteurs sains. Des scanners cérébraux haute résolution ont détecté ces lésions microscopiques principalement dans l'amygdale et le cortex préfrontal, des zones cruciales pour le contrôle des émotions et la prise de décision. Pourtant, malgré cette intrusion cérébrale, la majorité des individus infectés ne manifestent aucun symptôme visible. Mais comment un parasite microscopique pourrait-il modifier nos comportements sans déclencher de réaction immunitaire? La réponse se niche peu être dans son camouflage moléculaire. Des analyses récentes ont identifié des protéines parasitaires capables de mimiquer les messagers chimiques du système nerveux, perturbant subtilement les circuits de la récompense et de l'anxiété. Cette manipulation sournoise éclaire d'un jour nouveau certaines études épidémiologiques. Une méta-analyse publiée par les Instituts nationaux de la santé américains note que les médicaments antipsychotiques courants, conçus pour bloquer les récepteurs de dopamine, semblent également inhiber la réplication du parasite en laboratoire. Une coïncidence troublante qui alimente les hypothèses scientifiques. Les neurobiologistes soulignent toutefois un paradoxe central. Si le parasite altère bien la chimie cérébrale, pourquoi ces modifications restent-elles silencieuses chez la plupart des porteurs? Certains chercheurs évoquent un effet de seuil. Il faudrait une combinaison spécifique de facteurs génétiques et environnementaux pour que l'infection bascule du statut de passager clandestin à celui de perturbateur actif. Ces modifications cérébrales invisibles pourraient-elles expliquer certains cas de psychose? La piste se précise. Une étude clinique publiée en 2016 dans la revue Schizophrenia Research a jeté un pavé dans la mare scientifique. Des chercheurs ont administré à des patients souffrant de troubles psychotiques un traitement combinant antipsychotiques classiques et médicaments antiparasitaires ciblant Toxoplasma gondii. Les résultats, bien que préliminaires, ont révélé une réduction marquée des hallucinations et idées délirantes chez un sous-groupe de participants porteurs d'anticorps contre le parasite. Cette découverte a immédiatement divisé la communauté médicale. Les critiques pointent le faible échantillon de l'étude et l'absence de protocole en double aveugle rigoureux. Pourtant, une méta-analyse ultérieure regroupant des données internationales a identifié une tendance similaire. Les patients schizophrènes traités avec certains antiparasitaires présentaient en moyenne des scores de symptômes inférieurs de 15% au groupe témoin. Le mécanisme exact reste énigmatique. Les molécules utilisées, initialement développées contre le paludisme, agissent-elles en inhibant le parasite dormant ou via un effet secondaire sur les neurotransmetteurs? Des expériences in vitro montrent que la pyrimétamine, l'un des médicaments testés, bloque effectivement la réplication de Toxoplasma dans les cellules cérébrales humaines. Mais cette action explique-t-elle à elle seules les améliorations cliniques observées? Les plus sceptiques rappellent qu'aucune étude n'a encore démontré de lien causal direct entre l'infection parasitaire et l'apparition de psychose. Pourtant, des services de psychiatrie dans plusieurs pays testent désormais des protocoles associant antiparasitaires et neuroleptiques, avec des résultats variables qui alimentent le débat. Ces observations intriguent les historiens de la médecine. Et si certains génies célèbres avaient été sous influence parasitaire, les routes deviennent-elles plus dangereuses pour ceux qui partagent leur vie avec des chats? Une série d'études épidémiologiques a détecté un motif troublant. Les porteurs chroniques de Toxoplasma gondii présenteraient un risque légèrement accru d'accidents de la route. Des données tchèques puis américaines ont révélé que les conducteurs séropositifs avaient jusqu'à 2 fois plus de probabilité d'être impliqués dans des collisions graves, particulièrement la nuit. Le parasite pourrait-il altérer les réflexes ou la perception du danger? Des tests neuropsychologiques sur des sujets infectés montrent des temps de réaction allongés et une tendance à sous-estimer les risques. Une hypothèse pointe les kystes cérébraux qui perturberaient les circuits de la dopamine, essentiels pour l'évaluation des situations critiques. Pourtant, aucune étude n'a encore démontré de relation directe
entre la présence du parasite et ses accidents. Certains chercheurs soulignent un biais possible. Les amateurs de chats, plus exposés aux parasites, pourraient simplement avoir des personnalités plus enclines au risque. D'autres évoquent des facteurs sociaux, économiques ou des comorbidités non détectées. La question reste ouverte, mais les assureurs automobiles commencent à s'y intéresser de près. Cette corrélation trouble les chercheurs. Simple coïncidence ou effet indirect du parasite, mais cette hypothèse ne répond pas à la question centrale. Pourquoi certaines personnes semblent plus vulnérables que d'autres? La piste génétique émerge comme un élément clé. Des recherches récentes explorent une interaction troublante entre Toxoplasma gondii et des gènes humains impliqués dans les troubles neuropsychiatriques. Prenons le gène COMT, régulateur clé de la dopamine, dans le cortex préfrontal. Des études montrent que des variants spécifiques de ce gène, déjà associés à un risque accru de schizophrénie, pourraient rendre les neurones plus sensibles aux perturbations métaboliques causées par le parasite. Les kystes de Toxoplasma produiraient des enzymes interférant avec la synthèse des neurotransmetteurs, créant un terrain propice au déséquilibre chimique. Plus intriguant encore, le gène GRIN2A, qui code un récepteur glutamatergique essentiel à la cognition. Chez des modèles animaux, l'infection chronique modifierait l'expression de ce gène dans l'hippocampe, une région cérébrale cruciale pour la mémoire. Ces altérations coïncideraient avec des troubles du comportement observés en laboratoire. Mais le lien direct reste à établir chez l'humain. Le véritable mystère réside dans la persistance de ces gènes au fil de l'évolution. Si certains variants génétiques nous rendent vulnérables à Toxoplasma, pourquoi n'ont-ils pas disparu? Certains scientifiques envisagent un avantage évolutif caché, peut être une résistance accrue à d'autres pathogènes ou une adaptation environnementale perdue. D'autres évoquent une course aux armements génétiques vieille de millions d'années, où chaque avancée du parasite provoquerait une contre-mutation chez l'eau. Et si la clé du mystère se trouvait dans l'évolution même de notre espèce, mais si le parasite manipule nos gènes, pourquoi des millions de porteurs ne développent-ils aucun trouble? Les cartes épidémiologiques révèlent un paradoxe troublant. Dans certaines régions où près de la moitié de la population est infectée, les taux de schizophrénie restent stables. La France, championne européenne de toxoplasmose, ne montre pas de surmorbidité psychiatrique particulière. À l'inverse, des foyers urbains asiatiques à faible prévalence parasitaire connaissent des taux de troubles mentaux comparables à ceux du reste du monde. Prenons l'exemple saisissant du Brésil. Dans les États tropicaux, où l'infection touche jusqu'à 60% des habitants, aucune augmentation des hospitalisations pour psychose n'a été enregistrée sur les 30 dernières années. Plus intriguant encore, certaines tribus nomades d'Afrique subsaharienne, exposées quotidiennement aux parasites via leur contact avec les félins sauvages, présentent des profils neuropsychiatriques inchangés depuis des générations. Les chercheurs explorent 3 pistes pour expliquer cette énigme. D'abord, la variabilité génétique des souches de Toxoplasma. Les analyses moléculaires ont identifié des centaines de lignées parasitaires aux effets potentiellement distincts sur le système nerveux. Certaines souches européennes semblent plus neurotropes, quand d'autres variants tropicaux privilégieraient les tissus musculaires. Ensuite, l'âge d'exposition jouerait un rôle clé. Les infections précoces, fréquentes dans les zones endémiques, pourraient induire une tolérance immunitaire protectrice. Enfin, une découverte récente bouleverse les certitudes. Dans les régions où les chats ne sont pas les principaux diffuseurs du parasite, comme certaines îles du Pacifique, où les housistes marins dominent, le risque de complications neurologiques chute drastiquement. Et si la véritable menace ne venait pas des félins domestiques, mais de souches parasitaires adaptées à d'autres hôtes, pour percer ce paradoxe, les scientifiques traquent une faille dans le cycle du parasite. Mais si le parasite semble parfois épargner ses hôtes, d'autres recherches révèlent un effet contre-intuitif qui défie toute logique. Certaines études suggèrent que Toxoplasma gondii pourrait altérer subtilement les comportements humains, dans un sens potentiellement avantageux. Une enquête menée sur des milliers de volontaires a détecté une légère augmentation de l'audace sociale chez les porteurs du parasite. Ces individus présenteraient une tendance accrue à entreprendre, à prendre des risques calculés, voire à se montrer plus charismatiques en public. Le mécanisme suspecté?
la production par le parasite de précurseurs de dopamine, ce neurotransmetteur lié à la motivation et à la prise de décision. Des analyses en laboratoire ont confirmé que les kystes cérébraux sécrètent effectivement une enzyme capable de stimuler la synthèse de cette molécule. Une étude tchèque publiée en 2016 a même observé que les entrepreneurs infectés obtenaient en moyenne de meilleurs résultats que leurs homologues non infectés. Pourtant, ces données divisent radicalement la communauté scientifique. Les critiques soulignent que l'effet mesuré reste infinitésimal. À peine quelques pourcents de différence et pourrait s'expliquer par des biais socio-culturels. Une méta-analyse de 2018 portant sur 35 études conclut à la nécessité de recherches plus rigoureuses avant toute affirmation. L'hypothèse la plus troublante émerge des travaux sur l'évolution humaine. Si le parasite influence durablement les comportements depuis des millénaires, aurait-il pu jouer un rôle dans le développement de traits comme l'exploration ou l'innovation? Certains chercheurs évoquent prudemment sa possible contribution à l'émergence de sociétés complexes, où la prise de risque et la coopération à grande échelle furent déterminants. Ces hypothèses divisent la communauté scientifique. Danger public ou moteur de l'évolution, mais si le parasite fascine par ses effets ambivalents chez l'adulte, son impact sur les plus vulnérables reste l'une des énigmes les plus angoissantes de la médecine moderne. Les infections contractées pendant la grossesse ouvrent une boîte de Pandore scientifique, où chaque découverte soulève de nouvelles interrogations. Au cœur du débat, le moment précis où l'infection frappe, les données montrent une terrifiante dualité. Une contamination précoce, durant les premières semaines de gestation, présente un risque faible de transmission au fœtus. Mais lorsque le parasite franchit la barrière placentaire, les conséquences peuvent être catastrophiques. Atteinte cérébrale irréversible, retard psychomoteur sévère, voire mort in utero, le prix d'une rencontre trop précoce avec toxoplasma. Pourtant, attendre le 3e trimestre n'offre aucune garantie. C'est à ce stade que le risque de transmission culmine, parfois jusqu'à 70%, les conséquences semblent alors plus ciblées. Des lésions oculaires sournoises qui peuvent rester invisibles pendant des années. Des enfants apparemment sains développent soudainement des troubles visuels à l'adolescence, leur rétine progressivement dévorée par des kystes dormants. Le véritable cauchemar des médecins réside dans les zones d'ombre du diagnostic. Certains fœtus infectés en fin de grossesse ne présentent aucun signe détectable à l'échographie, alors même que le parasite s'installe dans leur système nerveux. Des études longitudinales ont révélé des cas de troubles d'apprentissage ou de déficit attentionnel émergeant 10 ans après une infection asymptomatique à la naissance. Les traitements actuels ajoutent leur lot d'incertitudes. Une méta-analyse récente a jeté un froid dans la communauté médicale. Les médicaments antiparasitaires administrés après infection semblent inefficaces pour prévenir les dommages fœtaux. Pire, leur fenêtre d'action serait d'une cruelle étroitesse, moins de 3 semaines après la contamination maternelle pour espérer un effet protecteur. Face à ces incertitudes, une course contre la montre est lancée pour développer des contre-mesures. Face à ces impasses thérapeutiques, une vérité glaçante émerge. Notre arsenal médical actuel ne parvient pas à terrasser définitivement Toxoplasma gondii. La pyrimétamine et la sulfadiazine, ces médicaments utilisés depuis des décennies, agissent comme des snipers moléculaires en bloquant la synthèse d'acide folinique chez le parasite. Leur efficacité est redoutable contre les formes actives du protozoaire, mais totalement impuissante face aux kystes dormants nichés dans les neurones. Ces structures microscopiques, véritables bunkers biologiques, renferment des bradyzoïtes en état d'hibernation. Une étude publiée dans Nature Microbiology a révélé que ces kystes peuvent résister plus de 10 ans aux attaques du système immunitaire et des médicaments. Leurs parois impénétrables transforment le cerveau humain en sanctuaire parasitaire, une bombe à retardement que la médecine ne sait toujours pas désamorcer. Les conséquences de cette impasse sont lourdes. Les patients immunodéprimés doivent souvent suivre des traitements à vie pour empêcher la résurgence des parasites. Un calvaire chimique où chaque dose de médicament s'accompagne d'effets secondaires potentiellement graves, allergies cutanées, atteinte rénale ou suppression de la moelle osseuse. Certains médecins tentent des cocktails alternatifs associant Atovacone
ou triméthoprim sulfaméthoxazole. Mais ces solutions restent des pis-aller aux résultats mitigés. L'espoir vient peu être des laboratoires militaires. Des recherches financées par la Defense Advanced Research Projects Agency explorent des nanoparticules capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Ces micro-robots pharmacologiques viseraient spécifiquement les kystes dormants en libérant leur charge mortelle au contact des bradyzoïdes. Une course technologique acharnée, alors que les villes surpeuplées deviennent des incubateurs géants pour le parasite. Face à cette guerre médicale sans vainqueur, la prévention devient notre meilleure arme. L'Organisation mondiale de la santé a déployé des recommandations précises pour briser la chaîne de contamination à sa source. Leur stratégie repose sur un ennemi invisible, les oocystes, ces œufs parasitaires résistants que les chats excrètent dans leurs selles. Nettoyer la litière quotidiennement n'est pas qu'une question d'hygiène. C'est une course contre la montre biologique. Les oocystes fraîchement émis mettent entre 1 et 5 jours à devenir infectieux. En agissant vite, on les élimine avant qu'ils n'atteignent leur pouvoir maximal. Les gants de protection transforment cette routine en bouclier chimique, empêchant les particules microscopiques de pénétrer par les minuscules fissures de la peau. Mais le danger rôde aussi au-delà du bac à litière. Les jardins et potagers deviennent des champs de mines parasitaires lorsque les chats errants y défèquent. Porter des gants pour jardiner n'est pas une précaution excessive. C'est une barrière vitale contre les oocystes, capables de survivre des mois dans le sol. Même l'eau de Javel, arme favorite des nettoyages intensifs, se révèle impuissante face à leur enveloppe protectrice. Pour les femmes enceintes, le protocole se durcit. Éviter tout contact avec les litières n'est pas une simple recommandation. C'est un impératif sanitaire. Les études montrent que le risque de transmission congénitale chute drastiquement quand cette règle est respectée à la lettre. La cuisson à haute température de la viande et le lavage méticuleux des légumes complètent ce dispositif de sécurité biologique. Pourtant, une ombre plane sur ces mesures. Les oocystes ont survécu à l'assaut des glaciations, des extinctions massives et de l'ère industrielle. Leur résistance légendaire aux désinfectants classiques en fait des adversaires redoutables. Dans les fermes, les forêts, voire les parcs urbains, des milliards de ces capsules dormantes attendent leur heure. Mais ces précautions suffiront-elles face à un parasite qui a survécu aux pharaons? Dans les profondeurs de l'Amazonie et les mégalopoles surpeuplées d'Amérique du Sud, une invasion silencieuse défie toutes les prévisions scientifiques. Des études épidémiologiques révèlent que plus de 6 personnes sur 10 portent ici les stigmates invisibles de Toxoplasma gondii, un taux qui fait de cette région l'épicentre mondial de l'infection. Le climat tropical agit comme une machine à remonter le temps pour le parasite. L'humidité constante et les températures élevées transforment les sols en incubateurs géants, permettant aux oocystes de survivre jusqu'à 18 mois, 3 fois plus longtemps que sous les latitudes tempérées. Dans les favelas où les réseaux d'eau potable côtoient les égouts à ciel ouvert, chaque goutte de pluie devient un vecteur de contamination. Les traditions culinaires locales, combinées à la pauvreté, créent un cocktail explosif. La consommation de viande de brousse peu cuite et les légumes irrigués avec des eaux contaminées ouvrent des autoroutes aux parasites. Pourtant, le plus redoutable ennemi reste l'ignorance. Moins de 20% des habitants des zones rurales connaissent l'existence de la toxoplasmose, selon des enquêtes sanitaires récentes. Les chasses errants prolifèrent dans ces paysages urbains anarchiques, formant une armée de propagateurs involontaires. Leurs excréments se mêlent à la terre des marchés alimentaires, aux aires de jeu des enfants, aux cultures maraîchères. Les programmes de stérilisation animale peinent à suivre le rythme effréné des portées de chatons, principaux excréteurs d'oocystes. Face à ce tsunami parasitaire, les mesures préventives classiques montrent leurs limites. L'eau de Javel devient un luxe dans les bidonvilles. Les gants de protection, une denrée rare. Même la cuisson prolongée des aliments se heurte aux pénuries de combustible et aux habitudes ancestrales. Les systèmes de santé surchargés ne dépistent que les cas les plus graves, laissant la majorité des infections passer inaperçues. Pourtant, une lueur d'espoir émerge des forêts primaires. Des recherches sur des souches locales de toxoplasma révèlent des variations génétiques uniques, vestiges de siècles de coévolution
avec des hôtes animaux spécifiques. Ces variants naturels pourraient-ils détenir la clé d'une immunité collective oubliée? La solution miracle se cache-t-elle dans les laboratoires ou dans l'histoire naturelle du parasite? La course effrénée pour contrer Toxoplasma gondii a conduit les scientifiques vers une piste insoupçonnée. Vacciner non pas les humains, mais leurs compagnons félins. Plusieurs laboratoires explorent cette approche radicale, qui vise à briser le cycle du parasite à sa source. L'idée est audacieuse, empêcher les chats infectés d'excréter les dangereux oocystes dans l'environnement. Certains essais en laboratoire ont testé des vaccins ciblant spécifiquement les stades sexués du parasite se développant dans l'intestin des félins. Les résultats préliminaires montrent une réduction de 95% de l'excrétion d'oocystes chez les chats immunisés. Mais cette protection s'avère éphémère, nécessitant des rappels vaccinaux fréquents pour maintenir son efficacité. Le défi technique est colossal. Les chercheurs doivent contourner la capacité du parasite à muter rapidement et à développer des résistances. Une équipe a réussi à identifier une protéine clé dans le processus de formation des oocystes, ouvrant la voie à des vaccins à ARN messager. Pourtant, même ces innovations prometteuses butent sur un obstacle majeur: la complexité du cycle de vie de Toxoplasma, capable de persister sous forme dormante pendant des décennies. Aucune formule n'a encore franchi le stade des essais cliniques à grande échelle. Les obstacles logistiques s'accumulent. Coûts de production prohibitifs, difficulté à vacciner les populations de chats errants et résistance culturelle de certains propriétaires d'animaux. Les échecs successifs soulèvent une question troublante. Et si ce parasite, affiné par des millions d'années d'évolution, était simplement indétrônable? Reste une énigme ultime. Pourquoi ce parasite existe-t-il? La bataille contre Toxoplasma gondii révèle un paradoxe troublant. Ce parasite ancestral aurait-il pu jouer un rôle insoupçonné dans notre propre évolution? Le docteur Jaroslav Flegr, biologiste de l'évolution, propose une hypothèse dérangeante. Selon ses recherches, des infections chroniques pourraient avoir influencé certains traits comportementaux humains sur des générations. Des études transversales montrent que des individus séropositifs présentent parfois des profils psychologiques légèrement différents, une audace sociale accrue, des temps de réaction ralentis ou une propension au risque modifié. Ces variations infimes, observées dans plusieurs pays, suivent un schéma compatible avec une pression évolutive ancienne. Le parasite aurait-il exploité nos circuits neuronaux à son avantage, comme il le fait chez les rongeurs? Certains travaux pointent vers une interaction complexe avec les neurotransmetteurs, particulièrement la dopamine et la testostérone. Mais attention, aucune preuve directe ne lie ces observations à des changements évolutifs chez l'humain. La communauté scientifique reste divisée. Pour ses détracteurs, ces corrélations pourraient n'être que des artefacts statistiques. Pourtant, une étude de l'Université de Californie a révélé que des cultures à haute prévalence toxoplasmique présentent des scores moyens de névrosisme légèrement supérieurs. Coïncidence ou héritage parasitaire? Les mécanismes possibles restent un mystère. Votre chat est-il un manipulateur ou un simple compagnon? La science continue d'enquêter, et chaque réponse soulève de nouvelles questions.